Bonjour à tout le monde, buongiorno a tutti. Je vais partager l'intervention un peu en français, un peu en italien. C'est l'ambassade d'Italie et toutefois tous les organisateurs, les institutions de Paris qui ont co-organisé cette journée dédiée, comme vous savez bien, à la Semaine internationale de la cuisine italienne dans le monde. Ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble à l'université et au consulat, à l'Académie italienne de la cucina et surtout à l'ambassadeur, à Madame l'ambassadrice à ce moment-là, qui est représentée par monsieur le premier conseiller Ugo Ciarlatani. Je disais que c'est la 4e fois qu'on a travaillé ensemble à l'ambassade d'Italie et au consulat, et on a toujours fait des choses très intéressantes. Cette année, la semaine italienne de la cuisine dans le monde, et comme vous savez, elle est dédiée à plusieurs activités. On parle de sostenibilité, mais c'est aussi l'anniversaire de 201 de la naissance de M. Pellegrino Artusi, qui était le grand chef gastronome, critique littéraire, et donc on va parler aussi de lui. Mais au début, je demanderai à M. Ugo Ciarlatani, premier conseiller de l'ambassade d'Italie en France, de nous apporter une salutation. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que j'ouvre les travaux de cette 5e édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde, premier webinaire, parmi les événements qui se déroulent à Paris du 23 au 29 novembre 2020. D'abord, je voudrais vous porter le salut chaleureux de l'ambassadrice d'Italie à Paris, Teresa Castaldo, impliquée plus que jamais dans la promotion du secteur alimentaire italien en France. L'événement d'aujourd'hui a 2 buts principaux. Mettre à l'honneur les charcuteries italiennes, connues partout dans le monde pour leur bonté et qualité, et puis évoquer la figure de Pellegrino Artusi, à 200 ans de sa naissance. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Artusi a été le premier chef véritablement global et international de la cuisine italienne. Cette édition de la Semaine de la cuisine italienne à Paris se déroule dans un climat complètement différent des années passées. La situation sanitaire ne nous permet pas, malheureusement, d'organiser des événements en présence. Nous devons donc parler des produits italiens sans pouvoir en tester la fragrance et la qualité. C'est un dommage. Nous avons en tout cas choisi de véhiculer l'information et la promotion de ces produits à travers des canaux virtuels, en espérant que nous pourrons sortir rapidement de cette situation qui frappe lourdement le secteur agroalimentaire tout entier. J'adresse en effet une pensée particulière aux restaurants, aux bars, aux bistrots, aux pizzerias, fermés en ce moment dans l'espoir de rouvrir bientôt et de revenir au niveau d'activité d'avant le confinement. C'est une filière importante qui traîne tout l'agroalimentaire et qui doit repartir vite et en sécurité. Les initiatives organisées cette année par l'ambassade et le consulat général d'Italie à Paris pour célébrer la Semaine de la cuisine italienne dans le monde sont nombreuses. En voici quelques-unes. Hier, l'Institut de culture italienne a organisé une interview à Tommaso Melilli pour la présentation du livre I conti con l'oste. Demain à 11h, sur cette même plateforme, se déroulera la table ronde L'Action internationale des villes pour l'alimentation durable, avec la participation des villes de Milan, Bergamo, Bordeaux et Grenoble. Jeudi et samedi seront diffusés 2 films italiens. La Grande Abbuffata de Marco Ferreri et Miseria e Nobiltà de Mario Mattoli. Vendredi, il y aura un congrès sur Voyage en Italie à travers le pain, entre histoire, culture et nutrition. Toujours en direct sur cette page Facebook. Et puis, ces prochains jours seront diffusés des interviews
que j'ai réalisé avec des restaurateurs italiens, qu'on a réalisé avec des restaurateurs italiens pour faire connaître leur histoire personnelle, ainsi que des mini-vidéos pour célébrer les recettes les plus connues de Pellegrino Artusi. J'invite donc tout le monde à rester connecté à la page Facebook Semaine de la cuisine italienne dans le monde, Paris, et à nous suivre dans les prochains jours. Avant de donner la parole aux experts qui nous parleront de charcuterie italienne et d'alimentation, je voudrais remercier pour l'organisation de cet événement l'Accademia della Cucina Italiana de Paris et plus particulièrement Madame Luisa Polto, Monsieur Riccardo Garosci, président du comité éducation alimentaire du ministère de l'Éducation italien, Roberto Giacone, directeur de la Maison d'Italie, Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi Italiani, et IVSI, Istituto per la Valorizzazione dei Salumi Italiani. J'ai saisi cette occasion pour remercier également certains sponsors qui ont contribué à la réalisation des événements de la Semaine de la cuisine italienne. Merci donc à Bibanesi, Grappe Nonino, Taffarello Shopper Bag, Casa Romavini, La Vigna di Sara, Poderi Fiorini e Agricosta. Buon lavoro e buona giornata a tutti insieme. Je vous invite à formuler des questions pour la fin des travaux. Merci, grazie a tutti e buona continuazione. Merci bien. Comme vous avez bien compris, évidemment, c'est monsieur le premier conseiller Ugo Ciarlatani, le vrai coupable de l'organisation de la journée. Avant de vous proposer les autres interventions, les salutations, moi aussi, je voudrais remercier Madame la déléguée de Paris de l'Accademia Italiana della Cucina, Madame Polto, Monsieur Roberto Giacone, directeur de la Maison de l'Italie à Paris, l'Istituto Vice et les autres institutions et surtout les coupables pratiques qui sont l'Associazione Italiana delle Carni, del settore carni aderente a Confindustria, Assica, e l'Istituto di Valorizzazione dei Salumi Italiani, con i quali abbiamo una lunga et antica collaborazione. En Italie, moi je suis le président comme M. Ciarlatani l'a rappelé, je suis le président du comité italien de l'éducation alimentaire au ministère de l'Éducation. Tous les travaux sont maintenant suivis par Madame Evelina Flacchi qui va faire une intervention à la fin de la journée. J'ai encore une chose à vous dire. S'il y a des questions à poser par tout ce qui est connecté avec nous en visioconférence, je vous prie d'écrire sur Cisco ou Facebook. Merci bien. Je donne maintenant la parole à M. Giovanni Sacchi, qui est le directeur de l'ICE-ITA, l'Istituto per il Commercio Estero del Ministero degli Affari Esteri italiano a Parigi. S'il vous plaît, M. Sacchi. Le micro. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Je remercie aussi l'ambassade d'Italie et tous les organisateurs pour cette belle initiative d'aujourd'hui. La France compte plus de 450 produits de charcuterie, dont 14 IGP. Néanmoins, l'Italie n'a pas à rougir avec plus de 600 spécialités, dont une quarantaine possèdent soit une AOP ou une IGP. L'Italie se situe au premier rang des importations françaises de charcuterie, détenant en 2019 36,45% des parts de marché pour une valeur totale d'environ 160 millions d'euros. Au premier semestre 2020, les importations ont même augmenté de 2,6% par rapport à la même période de l'année précédente, malgré la crise sanitaire, confirmant l'Italie comme premier fournisseur du marché français. Les produits italiens exportés sont les jambons crus affinés, les jambons cuits et lard, de bons résultats aussi pour la pancetta et la mortadella. En ce qui concerne la distribution des charcuteries sur les marchés français, la grande distribution joue un rôle primordial, avec plus de 91% de parts de marché. Hyper et supermarchés en particulier sont des canaux les plus populaires, satisfaisant à eux seuls
près de 70% de la demande globale de charcuterie. L'apparition et la montée en puissance des filières qualité, bio, label rouge, produits des régions, ainsi que des travaux des distributeurs pour changer l'image de la charcuterie, permettent une meilleure valorisation de la charcuterie. Ainsi, le marché est aujourd'hui marqué par une importance croissante accordée à la transparence sur l'origine des produits, tendance soutenue par les consommateurs. En 2019, 665 tonnes de charcuterie ont été vendues en France. Il y a eu une petite baisse de 3,2% par rapport à 2018. Cette baisse intervient dans un contexte des prix moyens en hausse, plus de 2,5%, augmentation un peu plus accentuée pour les jambons que pour les autres charcuteries. Les produits les plus achetés dans les marchés français est les jambons blancs, qui représentent à lui 28% du marché de la charcuterie, tandis que les jambons crus a une partie du marché d'à peu près 6%. Les Français sont des grands amateurs de la charcuterie italienne, généralement associée à une image de qualité et dont souvent est volontiers consommée dans des occasions particulières. Les principales qualités reconnues à la charcuterie italienne sont la finesse, le goût et la variété. Au-delà des jambons de Parme, de San Daniele, de la Coppa ou de la Mortadella, d'autres spécialités italiennes sont connues sur les marchés français, comme le speck, la bresaola ou encore les lacs de Colonnata ou d'Arna, très demandés par les restaurants. Cependant, les consommateurs français est loin encore de connaître toute l'offre de la charcuterie italienne, qui valorise et transmet les goûts du territoire. C'est pourquoi cette initiative, cette très belle initiative d'aujourd'hui, va donner une grande contribution à cette connaissance. Et je souhaite un très bon travail et une très belle journée sur la charcuterie italienne. Merci beaucoup. Merci. Merci bien à Monsieur le directeur Sacchi de notre Instituto del Commercio Estero. Une communication technique. Il est 11h15 et d'ici en avant, parler, comme il a fait bien M. Sacchi, de pancetta, mortadella, jambon cru, va devenir techniquement dangereux. Donc, contrôlez les mots et profitez de la journée. Un particulier remerciement à Madame Luisa Polto, qui est la déléguée à Paris de l'Académie italienne de la cucina. On travaille ensemble depuis 3 ans, donc 3 différentes éditions de la Settimana italiana della cucina nel mondo. Et au début, on a commencé à travailler avec, il y a 3 ans, avec la présentation d'une docufilm sur la vie de M. Gualtiero Marchesi. L'année passée, on a fait une très belle journée dédiée à l'huile d'olive. Je suis vraiment satisfait et je vais remercier plus tard les représentants de l'ACI pour avoir choisi la charcuterie pour cette année. Donc, Madame Luisa Polto, qui a travaillé avec nous de debout, on va l'écouter. Madame, s'il vous plaît, Luisa. Mi sentite? Adesso sì, voilà. Benissimo, sono contenta. Buongiorno a tutti, abbiamo avuto un po' di emozione. Dunque, depuis 2015, la fin du mois de novembre est marquée pour le monde de la gastronomie par la semaine de la cuisine italienne, qui est l'occasion de mettre l'accent sur les multiples facettes qui la caractérisent. Les aliments, les recettes, les traditions, les innovations, tout ceci pouvant se résumer dans son logo officiel, le goût extraordinaire de l'Italie. L'Accademia Italiana della Cucina est un partenaire assidu de cette manifestation qui s'inscrit dans les fondamentaux de sa mission. Promouvoir la culture, l'histoire, la richesse de la cuisine italienne, les produits du terroir et œuvrer auprès des chefs pour que l'authenticité de la cuisine italienne soit respectée et valorisée. Se résumer dans l'expression civiltà della tavola.
Nous trouvons un exemple de cette civiltà dans l'œuvre de Pellegrino Artusi, qui, loin d'être une simple compilation de recettes, présente dans son contexte historique et régional l'extraordinaire mosaïque de l'art culinaire italien et ce qui en a favorisé la divulgation d'une région à l'autre à l'occasion de l'unité de l'Italie, hein, de l'unité italienne. Aujourd'hui, notre propos se concentre sur la charcuterie fine italienne, tout un monde de saveurs, de sensations, de complicité entre la nature et le terroir. Chaque région italienne a ses ports traditionnels et autochtones, et ceci, conjointement à la maîtrise de l'art, des techniques d'élevage, d'affinage, de salaison, conduit à des produits extraordinaires et souvent uniques. Alors, je demande pardon à M. Galosci, je voudrais parler du lard de Colonnata et de son cholestérol. Parce que il y a le bon et le mauvais cholestérol. Or, le mauvais cholestérol des plaques de lard qui sont mises à mûrir sous une couche de sel et d'herbes aromatiques dans des conches en marbre de Carrara, par une réaction moléculaire extraordinaire, de ce mauvais cholestérol, au contact du calcite de marbre, se transforme en bon cholestérol. Et du coup, le lard de Colonnata devient un mets exquis et très prisé. Il y a une autre charcuterie qui est emblématique de la ville de Bologne, la mortadella, qui attire notre attention d'abord pour ses dimensions extraordinaires, qui en font le saucisson le plus gros au monde, prometteur de joie gargantuesque. Mais en réalité, la mortadella se déguste en tranches très très fines et du coup, son apport en lipides est modéré et en fait une charcuterie intéressante du point de vue diététique. J'ai cité ici quelques exemples de nos produits alimentaires charcutiers qui représentent le témoignage d'un héritage de culture, de tradition, de savoir-faire qui nous a été légué et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures, naturellement avec les ajustements que notre mode de vie rend indispensables, mais dans le respect du long parcours qui les a vus s'affirmer et constituer notre civiltà de la tavola. Merci. Voilà. Alors, merci à Madame Polto, grazie signora Luisa. Surtout merci pour votre activité quotidienne à Paris pour l'Accademia Italiana della Cucina. Grazie. Alors, on va terminer les salutations avec deux mots de Monsieur Roberto Giacone, le professeur Giacone. Il est le directeur de la Maison de l'Italie à la Cité universitaire de Paris. Comme vous savez, la Cité universitaire, dans la Cité universitaire, dedans, il y a 40 bâtiments officiels de différents États du monde. Et l'Italie est là depuis la moitié des années 50. Et c'est un grand bâtiment où on fait de l'activité d'hôtellerie, évidemment, pour les étudiants, les professeurs, les chercheurs, mais surtout un lieu de culture. Et c'est pour ça que la Maison de l'Italie, depuis le début de la Settimana Italiana della Cucina del Mondo, a choisi de participer à l'invitation de l'ambassade et du consulat d'Italie à Paris. Et Monsieur Roberto Giacone, l'amico Roberto, il est là pour porter donc une salutation de la part de la Maison de l'Italie. Roberto, professeur Giacone, s'il vous plaît.
Oui, buongiorno. Buongiorno tout le monde. Quand on a envoyé l'invitation à nos résidents, à toutes les personnes qui fréquentent en général les événements à la Maison d'Italie, il y a pas mal de personnes qui nous ont répondu « Ah, c'est une très bonne idée, mais ça aurait été encore mieux si on aurait pu goûter avant ou après l'émission quelques échantillons de très belles choses, de très bonnes choses vous allez parler. » Hélas, cette année, ce n'est pas possible, ça a été possible dans le passé. D'ailleurs, la Maison d'Italie a toujours organisé avec l'ambassade, le consulat, l'Académie de la Cucina, la Dante Alighieri de Paris, pas mal de manifestations, événements sur la cuisine italienne, sur les spécialités italiennes, et donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'y participer. Mais étant donné que la journée est dédiée aussi à Pellegrino Artusi, dans le 200e anniversaire de sa naissance, étant donné que la Maison d'Italie est aussi une maison de chercheurs et d'étudiants, je voudrais quand même dédier 2 mots à ce personnage qui est un personnage très intéressant. J'invite tout le monde à aller lire la vie et l'histoire de Artusi, car c'est quand même quelque chose de très passionnant. Artusi, comme donc vous le savez, il est né en 1820, ça fait 200 ans de sa naissance, et son livre a été publié par hasard. Pensez que comme dans beaucoup de succès et best-sellers dans l'histoire, personne, aucun éditeur n'a voulu le publier, et donc il a dû le publier à ses frais 2 décennies après l'unité d'Italie, et tout de suite tout le monde disait « Ah, mais c'est un livre peu intéressant parce qu'il a toutes les recettes de toutes les régions d'Italie, ça ne va pas être intéressant, chacun est intéressé à ses propres recettes. » Et donc, ça a été un pur hasard qu'en effet, petit à petit, le livre est devenu un best-seller. Nous sommes aujourd'hui à la 35e, 36e édition. Et encore récemment, d'après des statistiques, il était un des livres italiens les plus lus après I Promessi Sposi, c'est-à-dire Les Fiancés, et après Pinocchio. Donc, imaginez-vous, un livre qui était publié par hasard est devenu aussi fameux. D'ailleurs, Pellegrino Artusi était un épicier, donc n'était pas du tout un homme de lettres, mais non seulement il s'est intéressé à la cuisine, il a arpenté l'Italie en publiant des recettes de toute la péninsule, mais il a aussi publié des œuvres littéraires. Figurez-vous, il a écrit un livre sur Ugo Foscolo, sur i Sepolcri, donc c'était vraiment un personnage polyédrique qui mériterait et mérite aujourd'hui d'être à l'honneur. Donc c'est un souvenir de Pellegrino Artusi et des événements qu'on espère de faire en direct prochainement, que je remercie tout le monde, tous les organisateurs, et je repasse la parole à notre modérateur de séance, que je rappelle entre tout, donc il est bien sûr président del Comitato Educazione Alimentare del Ministero Pubblica Istruzione, comme tout le monde a rappelé, mais il est aussi sûrement président de la Fondation de la Maison d'Italie. Et donc, à ce titre, je le remercie pour cette organisation de ce jour. Merci bien à monsieur le professeur Giacone, grazie Roberto. Comme vous avez compris de mots de monsieur le directeur, à la Maison de l'Italie, il y a une très belle bibliothèque que vous pouvez utiliser et peut-être vous pouvez trouver aussi beaucoup de livres là où on parle d'alimentation. Personnellement, moi, j'ai la chance d'avoir une copie originale de l'oeuvre principale de M. Artusi. Tout le monde, il a oublié de le dire. Elle s'appelle La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Et j'ai l'édition de 1891, l'édition originale. Et il y a des choses fortement intéressantes, pas seulement dans le secteur de l'alimentation, mais de la culture. Il était aussi un écrivain, donc, et donc il faisait une connexion souvent avec
ce qui va devenir le grand, comment on peut dire, tout le secteur de l'alimentation avec le secteur de la culture. Dans les moments où étaient divisés, maintenant elles sont fortement connectées et donc c'est pour ça que notre ministère des Affaires étrangères il a décidé de bien parler et bien faire connaître M. Artusi à l'occasion des 200 ans de sa naissance. Et j'imagine que le premier relateur va parler aussi de ça. C'est pour ça que j'ai fait une intervention. Je donne donc la parole à M. Luca Govoni, qui est un historien de l'alimentation. Il est actuellement le responsable du secteur culture de l'Alma. C'est une école, la principale école de culture alimentaire en Italie. Elle a été fondée par le grand maître Gualtiero Marchesi. On a déjà parlé de lui. Et donc, vous pouvez bien comprendre de mots de M. Luca Govoni ce que représente M. Artusi et surtout, en conséquence, la charcuterie. Luca, s'il te plaît. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà in italiano, tradotto, perdonatemi. Eccoci a parlare della pizzicheria parmigiana reggiana. Facciamo schermo intero. Della pizzicheria parmigiana reggiana. Innanzitutto chiariamo di che cosa stiamo parlando, ovvero stiamo parlando di un luogo che un tempo vendeva i principali prodotti che si potevano, lo dice la parola, pizzicare, si potevano rappresentare loro stessi un boccone. Difatti il ruolo di chi esercitava la vendita al dettaglio era il cosiddetto pizzicagnolo. Queste parole sono in uso ben prima dell'invenzione della parola salumaio, che usava lo stesso Artusi nella Scienza in Cucina e l'Arte del Mangiar Bene, e anche dell'invenzione della parola salume, che oggi ci permette di parlare dell'intera catégorie di prodotti. Prego. Bonjour à tous, donc je suis Luca Govoni et comme on a dit, on m'a présenté, je suis historien de l'alimentaire. Je vais vous parler des charcutiers et de la charcuterie italienne. Et là, je vais vous parler du mot pizzicheria, c'est-à-dire le mot qui tout d'abord a défini cette vente au détail de charcuterie, effectivement, de fromage et de toutes denrées alimentaire en Italie. Et comme vous le voyez sur ce tableau, sur cette diapositive, il y a eu une évolution aussi de termes qui ont caractérisé ce métier en Italie. Disons, le mot dérive littéralement du verbe pincer, c'est-à-dire pour caractériser ce que on aurait pu définir un embout de nourriture. Voilà. Parmigiana reggiana perché ci riferiamo ad un territorio dalla quale questi salumi sono in un tempo preciso usciti per essere commercializzati. Difatti il Massimo Montanari, grande storico dell'alimentazione, dice il prodotto locale è privo di un'identità geografica che acquisisce solo quando esce dall'ambito di produzione. Donc, le mot, la définition de Parmigiana Reggiana définit exactement le lieu d'origine de ces produits. Et effectivement, Massimo Montanari avait parlé exactement de l'importance de l'origine de ces produits, donc comme élément essentiel. Di cosa stiamo parlando? Innanzitutto stiamo parlando di una categoria che comprende, come potete vedere da questa immagine a caduta, pezzi anatomici interi, macinati e a loro volta
danno origine a un infinito numero di salumi, o finito, visto che il professor Ballarini ne aveva, presidente onorario dell'Accademia Italiana della Cucina, ne aveva contati ben 666. Donc, comme vous le voyez, il y a toute une catégorie, c'est une catégorie qui comprend, comme vous le voyez par la diapositive, il y a cette image qui représente l'énorme variété de produits dont on parle effectivement. Il y a des pièces anatomiques entières et des produits hachés qui sont représentés. Et comme le disait le président de l'Académie italienne de la cuisine, Ballarini, monsieur Ballarini, on aurait pu distinguer 666 différents produits. Sappiamo e vediamo da questa immagine una delle tante rappresentazioni della Torre di Babele che quando ci sono certifica questa immagine che nel mondo ci siano tutte le lingue che a volte possono essere un ostacolo alla diffusione rapida della cultura e delle espressioni della cultura come sono i salumi. Donc, j'ai choisi de vous représenter la tour de Babel. C'est une des représentations de la tour de Babel pour vous indiquer que comme la variété de langues qui sont présentes dans le monde peut représenter un obstacle à la diffusion de la culture, aussi la variété de la charcuterie peut être représentée ainsi, de la même façon. Pertanto questo testo, il Testamentum Porcelli, che si trova nei commentari di Isaia, in Isaia del 408-410, dove si legge: carissimi miei estimatori e preparatori, chiedo che con il mio corpo vi comportiate bene e che lo condiate di buoni condimenti, di mandorle, pepe e miele, in modo che il mio nome sia lodato in eterno. Firmato da lardone, bisteccone, comino, salsiccio, coppa, capocollo et prosciutto. Donc là, je vous ai représenté une sorte les volontés en fait du cochon, une sorte de testament que le cochon aurait fait pour exprimer ses volontés aux différentes parties de son corps qui auraient été destinées à constituer des pièces de charcuterie. Et ça, c'est repris de la Bible, de Isaïe 408-410. Et donc, le cochon, avec ce testament, s'adressait à ses estimateurs. Voilà. Dal 400 d.C. al Medioevo, dove il superamento delle difficoltà di trasmettere, difficoltà linguistiche del trasmettere la cultura e dei salumi, diciamo che ha permesso, attraverso l'ingegno dell'uomo, di superare queste barriere in un'altra maniera. Donc, à partir du 400 après Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge, on a pu franchir les difficultés linguistiques de transmission de la culture de la charcuterie. Et ceci a été effectivement, et ceci a permis effectivement de mélanger les connaissances sur le thème de la charcuterie. Platone diceva che il racconto intorno agli dei, esseri divini ed eroi, e si contrapponeva al logos, al discorso razionale. Allora io ipotizzo che il paese della cuccagna, invenzione medievale comune a tutta Europa, forse il logos era la penuria che imperversava tra i popoli e il mythos era l'opulenza, cioè l'idea raccontata attorno al focolare domestico che esistesse un paese come quello che vedete qui rappresentato. Una nuova trovata, di nuovo cuccagna, nuova trovata nella Porcolandria.
Oui, donc à partir de réflexions de Platon, le mythe est raconté comme l'histoire autour des dieux, effectivement, et il y avait une contraposition entre le pays de la cocagne, où il y avait la contraposition entre les mythos, c'est-à-dire l'opulence en fait, par rapport au logos, donc à la rationalité, au discours rationnel, qui était plutôt, disons, un synonyme de la pénurie. Et voilà, donc cette image vous représente cette image du pays della cocagne. Abbiamo provveduto a superare gli ostacoli facendo nostra la cultura, e quando un salume o il maiale stesso entra a far parte dei modi di dire della tradizione popolare, significa che il passo è superato. Donc, nous avons tous fait des efforts au fil du temps pour franchir des obstacles culturels, des connaissances. Et donc, lorsque un terme comme le cochon entre dans le langage, ça veut dire que ces difficultés de diffusion du terme ont été effectivement franchies. Nel Rinascimento, il Cesare Vitascandalo scrisse il dialogo del maestro di casa, dove si dava indicazione su come conservare queste prelibatezze, questa pizzicheria, e dove si legge: sarebbe bene aversene una fresca, si sta riferendo al luogo di conservazione, per tenere caci, prosciutti, salami e simil cose per conservarle buone. Oui, donc il y a une référence précise qui date de la Renaissance. Cesare Vitascandalo avait donné des conseils, avait écrit ce dialogue del maestro di casa, dialogue du maître de maison, pour ainsi dire, en donnant des indications, des conseils sur comment conserver les produits, comme à savoir les charcuteries et les fromages, en conseillant de toujours en avoir à disposition de frais. L'identità gastronomica passa attraverso la consuetudine quotidiana, e questo modo di dire che ci portiamo dietro dal Medioevo, non si butta via niente, è stato riferito sin da principio alle carni del maiale. Donc l'identité gastronomique passe à travers la consuétude quotidienne, donc l'usage quotidien, et à partir du Moyen Âge, on retrouve cette, disons, exhortation à ne pas jeter, qui est liée à l'utilisation du cochon, évidemment de la viande de porc, on ne jette rien. Così la tradizione si sviluppa e si consolida alla propria maniera in determinati territori, come nel caso dell'evoluzione di questa pizzicheria parmigiana reggiana, i cui rappresentanti li vedete qua identificati. Et donc, la tradition se développe au fil du temps et se fait de plus en plus fort sur le terroir. Et cela est montré à travers ce tableau qui vous exprime effectivement les différents produits, et comme je vous ai auparavant parlé de la pizzicheria parmigiana reggiana. Et cela en est une expression. Abbiamo quindi il prosciutto di Parma, abbiamo il culatello di Zibello, il fiocco di culatello, il fiocchetto, abbiamo la coppa di Parma IGP, prodotti che hanno ottenuto il salame felino, che hanno ottenuto il riconoscimento europeo, e altri che non l'hanno ottenuto ma sono di ugual pregio, come i vari tipologie di salame, la spalla di San Secondo, celebre, ma anche prodotti, diciamo, più popolari, come potrebbero essere i ciccioli. Donc, vous voyez, il y a toute une série de produits, des puits connus comme le prosciutto di Parma, la coppa di Parma, il salame felino, culatello, che
Pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez, il y a toute une série de produits qui sont représentés à partir des plus connus comme le prosciutto di Parma, le culatello, ou il salame, il fiocco. Et parmi ces produits, il y en a qui ont obtenu aussi une reconnaissance officielle au niveau international de la part de l'Union européenne. Et d'autres produits qui n'ont pas eu de reconnaissance officielle, mais qui sont aussi très précieux, comme des types de salami, effectivement, la spalla San Secondo, l'épaule San Secondo, et aussi des produits plus spécifiques et moins connus comme i ciccioli. Esatto. Prodotti che raccontano non solo un territorio, non soltanto una materia prima, il suino che viene trasformata, ma raccontano la storia delle persone stesse che sono state in grado nel tempo di far evolvere questi prodotti e migliorarli. Donc, il s'agit de produits qui racontent le terroir et le territoire d'origine, qui racontent aussi l'histoire de la matière première en premier lieu, mais qui racontent aussi et d'autant plus l'histoire des personnes des personnes même qui ont permis de faire évoluer la production de ces produits. Ed è per questo che, parlando di tradizione e di innovazione e andando a ritroso nei documenti prodotti dall'Accademia Italiana della Cucina, si cerca di raggiungere delle nuove mete. Et à partir donc, c'est l'innovation et la tradition à partir des documents qui ont été fournis par l'Académie italienne de la cuisine qu'on a essayé de franchir des nouveaux caps, d'avoir des nouveaux buts. Vi leggerò brevemente l'introduzione dell'allora presidente Michele Guido Franci relativo al primo convegno dell'Accademia del 1967. Je vais vous lire un extrait de quelque chose qui a été publié par Monsieur Guido Franci sur un ouvrage qui a été publié en 1967. Parlando di nuove mete dice: cui stiamo mirando e verso le quali procederemo con la massima meditazione, nella volontà di fare cosa che porti pratico giovamento all'affermazione nel mondo della buona cucina di pretta marca italiana. Donc, on parlait effectivement de nouveaux objectifs et de méditation maximale pour pouvoir effectivement promouvoir l'affirmation pratique de la bonne cuisine italienne. Che cos'è la tradizione? Lo sentiamo dalle parole di Giovanni Ballarini, al quale ho chiesto un intervento pochi giorni fa. Donc, qu'est-ce que c'est que la tradition? On a demandé ça, j'ai posé la question à Giovanni Ballarini il y a peu de jours, et c'est ça sa réponse. Non siamo in un'era di cambiamenti, siamo in un cambiamento di era. E in un'era di cambiamenti il problema della tradizione diventa importante, ma cambia completamente. Quando sta in società, in culture fisse, la tradizione è chiara e netta. Quando invece cambiano gli ambienti sociali, la tradizione diventa un elemento di costruzione di nuovi sistemi e diventa, io direi, quasi una cerniera mobile, ovvero sia serve per recuperare elementi del passato e per costruire delle nuove realtà. Quindi la tradizione più come una copiatura asettica e fissa, ma come un elemento di costruzione di nuove realtà.
Bene. Ora, Si Valérie, prego. pardon, je peux parler? Oui. Donc, Monsieur Ballarini parle du changement pas seulement d'un changement d'époque, du changement de tradition, mais d'un changement de ère, en fait. Et dans ce cadre, il parle de la tradition comme quelque chose de très important, d'autant plus dans une période de changement, parce que les traditions changent en fonction de l'environnement, de la société, et on pourrait définir la tradition comme une sorte de charnière mobile qui sert pour récupérer des éléments du passé, mais qui permet en même temps de construire une réalité nouvelle. Sentiamo ora parlare di Ballarini non di innovazione, ma di interpretazione. La tradizione si trasmette in vari sistemi. Un tempo si trasmetteva a parole e con i fatti. Era una generazione che lo passava all'altra. E questo avveniva in modo anche abbastanza rapido quando le tradizioni erano supportate da generazioni di 30 anni. Oggi siamo passati invece a generazioni di 60 e più anni, non solo, ma queste generazioni sono distaccate. Non collaborano più con i nonni, i figli con i padri, se non per tante cose, ma non certamente per la cucina. La tradizione l'abbiamo messa quindi in documenti, ma i documenti non dicono molto, perché, come diceva Gualtiero Marchesi, nella ricetta c'è tutto, meno la parte più importante, l'interpretazione. E questo è il punto fondamentale, di come si interpreta una ricetta e come la si fa evolvere. Allora, il fatto che vi siano enormi quantità di libri, di ricette, di documenti non è sufficiente per sviluppare nuove tradizioni. Quindi abbiamo la necessità di recuperare i rapporti personali e quindi di ritornare, almeno in certi momenti, al fatto che la nonna insegna alla nipotina, alla madre, alla figlia, eccetera, come interpretare e come costruire la ricetta. Bene. Oui, Monsieur Ballarini nous parle de la différence entre innovation et donc il parle du fait qu'il n'y a pas innovation sans interprétation. Il s'agit d'une question d'interprétation. Parce qu'autrefois, on avait une transmission rapide de génération en génération, d'une génération après l'autre, et les générations se succédaient à travers un délai de 30 ans. Aujourd'hui, il y a des générations de 60 ans, il y a des générations, les générations sont isolées l'une de l'autre, les grands-parents et les grands-enfants ne parlent pas entre eux ou surtout ne parlent pas de cuisine, effectivement. Et les traditions sont comme enfermées dans une boîte, dans une sorte de dossier, de documents. Et comme le disait Gualtiero Marchesi, dans les recettes, le plus important dans une recette, c'est l'interprétation. Et aujourd'hui, on a une multitude de recettes, effectivement, qui n'est pas suffisante à interpréter les recettes même, et donc qui n'est pas suffisante pour transmettre la tradition. D'où la nécessité de récupérer le rapport direct entre les générations et d'instaurer un dialogue entre la grand-mère et la fillette pour pouvoir permettre ainsi de transmettre la tradition même à travers l'interprétation. Pertanto, se è fondamentale interpretare i prezzi dei pizzicagnoli su prosciutto, lardo e strutto che correvano nel 1700, alla stessa maniera occorre guardare le opere d'arte del passato perché si sia in grado di interpretarle, come accade nella Venere degli stracci di Pistoletto.
Donc, comme ça vaut pour la Venere degli Stracci de Pistoletto, cette œuvre connue, s'il est fondamental d'interpréter les prix des produits de charcuterie en 1700, il est vrai aussi qu'il faut voir et qu'il faut interpréter pour apprendre la valeur de la tradition. Dobbiamo interpretare quel paese della cuccagna che i nostri antenati avevano idealizzato. Donc il faut bien interpréter le pays de la cocagne que nos ancêtres avaient idéalisé. Pertanto, oggi, dopo che si è scoperto che il ciclo circadiano è basato su un orologio biologico interno e mosso da un meccanismo genetico, forse possiamo cominciare a riflettere sul fatto che il passaggio dalla tradizione necessita anche di un veicolo che siamo noi stessi. Vous le voyez, on parle de cercle circadien. Donc, il y aurait des études ont démontré qu'on aurait un horloge biologique interne et qu'il y a des mécanismes génétiques internes qui favorisent le changement. Pertanto, citando il George Orwell, all animals, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri. Noi oggi parliamo di maiali, ma soprattutto parliamo di salumi che abbiamo interpretato. Donc, à partir d'une citation de George Orwell, la ferme des animaux, la citation est que tous les animaux sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et donc, cela me sert pour dire qu'aujourd'hui, on parle de cochons et surtout, on parle de charcuterie et on parle d'interprétation. Concludo con queste parole, con questa riflessione trascorsa a telefono ieri con Massimo Montanari, che è stato anche mio docente, e mi disse: tradizione viene dal latino tradere, significa consegnare, è un'azione dinamica, presuppone due attori, chi consegna e chi riceve. A consegnare sono gli uomini e donne delle generazioni che ci hanno preceduto, a ricevere siamo noi, con un gesto consapevole di scelta, senza il quale non esiste tradizione, non esiste memoria. En conclusion, j'aimerais faire une réflexion à partir d'un appel que j'ai fait hier avec le professeur Massimo Montanari, qui était autrefois aussi mon professeur. Et pour vous dire que la tradition vient du latin tradire, c'est-à-dire donner et passer la main, effectivement, et qui repose sur deux facteurs et qui repose sur la présence de deux types d'acteurs, ceux qui donnent les consignes, donc ceux qui passent la tradition, et dans ce sens les générations qui nous sont précédées, et ceux qui reçoivent la tradition, c'est-à-dire nous-mêmes qui devons faire un acte de volontarité, donc qui devons vouloir prendre la tradition comme un choix délibéré. Un gesto consapevole di scelta che la salumeria italiana, la pizzicheria parmigiana reggiana ci ha insegnato a dire non si butta via nulla, e con consapevolezza noi oggi possiamo dire, ampliando il ragionamento dedicato nel Medioevo solo al maiale e facendo nostro un insegnamento che forse non si debba buttare via nulla di nulla. Donc c'est un choix qu'on doit faire pour préserver la tradition
Et cela vaut pour la charcuterie parmigiana reggiana, la pizzicheria dont je vous ai parlé dans mon exposé, dans le sens de ne pas vouloir jeter rien. Et ceci peut être élargi aujourd'hui, peut être élargi à d'autres secteurs. Le discours peut être amplifié et élargi pour dire que, disons, en général, on ne jette rien de rien. Vi ringrazio e chiudo con questo augurio: quod Faustum bonumque sit. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite que les choses puissent aller de mieux en mieux. Merci. Grazie. Merci beaucoup. Molte grazie. Oui, merci encore. Dans l'attente de voir si M. Garosci est là, je donne la parole à Monica Malabasi, directrice de la communication d'ASICA. Merci. Merci. Et bonjour à tous. Je suis honorée d'être ici aujourd'hui et je tiens à remercier l'ambassade d'Italie à Paris, les autres institutions italiennes et les organisateurs de l'Académie italienne de la cuisine pour ce bel événement qui nous permet de raconter nos charcuteries italiennes. Aujourd'hui, je vous présente le secteur de la charcuterie italienne en partant du scénario économique pour arriver à la promotion à l'étranger. Pour commencer, quelques mots sur ASICA, qui est l'Association industrielle de la viande et de charcuterie, et l'organisation commerciale nationale qui, au sein de la Confindustria, représente la production de charcuterie, produits transformés de porc et de bœuf, et les entreprises d'abattage de porc. Dans le cadre de ces finalités institutionnelles, l'activité d'ASICA couvre différents domaines, dont la définition d'une politique économique sectorielle, un service d'information et d'assistance aux entreprises associées dans les secteurs économiques, sanitaires, réglementaires, juridiques et syndicales. Passons au secteur italien en chiffres. Vous pouvez voir 900 entreprises de transformation, 3000 employés, 200 abattoirs, 4000 éleveurs qui deviennent 26 000 si on considère aussi les petits, et chiffre d'affaires total de plus de 8 milliards d'euros, exportation totale de plus de 1,5 milliard d'euros. Les exportations des charcuteries, excusez-moi. En 2016, l'Italie a gagné la leadership mondiale dans les exportations de préparation des conserves de porc dépassant l'Allemagne. Le dépassement historique a eu lieu principalement grâce à la croissance des exportations dans les 3 premiers marchés de sortie, Allemagne, France et Royaume-Uni, qui globalement représentent près de la moitié de la valeur générée par les ventes à l'étranger des charcuteries nationales. Ici, les exportations de charcuterie italienne vers l'Union européenne. En 2019, la France était le 2e marché de destination de la charcuterie italienne après Allemagne. Mais chaque année, ces 2 pays se disputent la première et la 2e place. Les exportations des charcuteries italiennes vers des pays tiers. Si on regarde les pays tiers, en 2019, les États-Unis sont les premiers marchés suivis de la Suisse. En 2020, le premier marché hors d'Europe sera le Royaume-Uni.
Et maintenant, les exportations des charcuteries italiennes avec la répartition par type de charcuterie. On peut voir en 2019 les plus exportés, les jambons crus, comme par exemple les prosciutto di Parma, les prosciutto di San Daniele, qui ont gagné les 38%. Et depuis, il y a la mortadella cotechini avec le 22%, les salamiques avec le 19% et les jambons cuits 11% et les autres. Ici, on passe à la France et on peut voir les exportations vers la France, le train de 2000-2019. Et les exportations des charcuteries d'Italie vers la France ont plus que doublé au cours des ventes dernière année, comme montrent les graphiques. Le pourcentage des répartitions, distribution des exploitations de charcuterie vers la France, on voit qu'au cours de sept premiers mois de 2020, environ la moitié des charcuteries italiennes importées par la France sont des jambons crus, du speck, Coppa et Culatello. AOP et GP. AOP, ça signifie appellation d'origine protégée et IGP, indication géographique protégée. L'une des qualités les plus importantes de ces produits est leur liaison avec le terroir. Les microclimats, les matières premières, la connaissance de ceux qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement, la tradition qui identifie l'Italie, la production selon des règles précises instituées dans certaines zones géographiques, ce sont les facteurs qui ont convaincu l'Europe de reconnaître les marques AOP et UEGP à 43 charcuteries italiennes. L'Italie représente un part important du patrimoine européen de la charcuterie protégée. Environ 24% sont des charcuteries italiennes. Si l'on regarde les charcuteries AOP, l'Italie possède plus de la moitié du patrimoine européen. Et ici, on voit une map. J'ai parlé comme responsable de la communication du ASICA, mais je suis aussi la directeur de l'Institut pour la valorisation des charcuteries italiennes, l'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Et ici, vous pouvez voir les programmes de promotion que nous avons conduits en 15 pays. À partir de 1985 jusqu'au présent. Ici, il y a beaucoup de pays européens, asiatiques, Nord-Amérique, Brésil, Argentine et beaucoup. Pour terminer, quelques images des initiatives que nous avons conduites avec de grands chefs pendant la semaine de la cuisine italienne dans le monde. On peut voir Massimo Bottura et Chicco Cerea, tous les deux 3 étoiles Michelin, et Christian Broglia qui a enseigné à l'école de cuisine italienne Alma. Nous participons à la semaine de la cuisine italienne à travers le monde depuis la première édition parce que nous croyons en l'importance de diffuser notre culture et notre identité alimentaire. Je profite de cette occasion pour remercier les institutions publiques et privées qui, dans les différents pays, travaillent à la diffusion du Made in Italy. Merci. Merci encore. Je donne maintenant la parole à Monsieur Francesco Pizzagalli, qui est le président de l'Institut italien de mise en valeur de la charcuterie, IVSI, pour son intervention. Prego, Presidente. Bonjour à tous. Tout d'abord, je demande la sympathie pour mon mauvais français. Et je voudrais
remercier l'ambassade pour ses efforts pour organiser cet événement, malgré la situation difficile que nous rencontrons. Nous ne devons pas perdre de vue le souvenir des belles choses réalisées. Je voudrais remercier les orateurs précédents pour les compétences et les richesses des idées qui nous ont été offertes. Je pense depuis tant d'années que j'occupe ce poste en tant que président de l'Institut, je n'ai jamais connu un si bon titre. L'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani a été fondé en 1985 à la demande de certaines entreprises attentives à l'évolution du marché de l'époque et très préoccupées pour les préjugés vers la charcuterie. Au fil des ans, l'Institut a toujours appliqué 3 directives majeures. Première directive, fournir des informations correctes sur les produits de la charcuterie. Informations fondées sur des éléments scientifiques et véridiques. Faire connaître les caractéristiques de nos produits liés au territoire, à des recettes dont certaines sont séculaires, souvent l'expression de la culture de ce territoire. Selon certaines sources, jusqu'à 660 types de salami ont été recensés. Dans les années 1990, l'Institut avait la tâche de protéger la valeur de ces produits au sein d'une société en mutation. Deuxième directive, favoriser et stimuler l'adaptation progressive de nos produits aux besoins des consommateurs en constante évolution. Des années qui ont nécessité un engagement et des ressources dans la recherche, tant sur les aspects nutritionnels, sur les aspects de santé et sur la sécurité et la durée de conservation des produits. Cet engagement s'est concrétisé dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec des universités, des instituts de recherche, avec le monde de la médecine et des nutritionnistes. Troisième directive, l'ouverture de la diffusion des produits italiens, de la charcuterie italienne dans le monde. La coopération étroite avec les institutions gouvernementales fournit notre soutien technique pendant les négociations dans les différents pays. Mais notre travail était aussi de montrer la voie aux entreprises désireuses d'entrer sur des marchés inexplorés. Le Japon, le Brésil, Corée du Sud, Canada, la Chine et ainsi de suite. Notre tâche a été de faire connaître la charcuterie italienne dans le monde. Nous avons favorisé le parcours des entreprises. Aujourd'hui, 15% du chiffre d'affaires du secteur est destiné à l'exportation. Nous avons organisé des programmes ad hoc pour chaque nouveau marché qui s'est ouvert, en collaborant avec les écoles de cuisine locales. Je dois remercier les de nombreux chefs italiens qui nous ont apporté leur aide dans ce travail. Les ambassades et l'Istituto Commercio Estero, Istituto pour le commerce extérieur. Nous avons bénéficié de financements européens en apprenant à collaborer avec d'autres secteurs agroalimentaires. La semaine de la cuisine italienne dans le monde, dans les dernières saisons, pour nous, a été une grande opportunité. C'est en résumé la mission historique de l'Institut. Cependant, depuis quelque temps, après Expo 2015 à Milan, les thèmes de l'environnement,
de la relation avec la nature, avec l'approvisionnement sauvage de la planète, résultat d'une conception de produire de plus en plus, de penser que notre terre comme une réserve inexplicable de ressources, on a aidé l'Institut à élargir son champ d'application. Nous avons pensé qu'au centre de notre activité, il n'y avait pas seulement le produit, mais aussi l'entreprise. Nous avons compris que l'avenir qui est attendu mettra les entreprises au centre du développement, non plus considérées comme des lieux de production, mais des sujets appelés à jouer un rôle nouveau et différent, à partir des valeurs qui font partie de leur ADN. Cette lecture du changement a donné vie au manifeste des valeurs de la charcuterie. Les 7 points qui identifient les 7 valeurs indiquant les thèmes qui permettront à nos entreprises de faire face à l'avenir, un avenir qui sera certainement différent. Les entreprises qui ont déjà signé le manifeste ont signé un engagement qui est un parcours pour créer une entreprise qui a un nouveau sens de la responsabilité sociale. Produire le bien-être sans compromettre le bien-être de ceux qui viendront après nous. Passer dans la politique de produire beaucoup à un modèle économique de mieux produire. Une nouvelle culture d'entreprise qui doit faire du business, mais qui a une légitimité sociale. Nous pouvons tout enfermer dans le mot durabilité, un terme jusqu'à il y a quelques années inconnu et aujourd'hui déjà exploité ou trop banalisé. Dans notre manifeste, nous avons établi un lien entre la valeur de la qualité mais aussi dans la dimension éthique de l'entreprise. La durabilité n'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le capital humain, la formation, le bien-être, nouveau concept de recherche et développement, redonnant de la valeur extérieure qui nous ont souvent transmis la libre connaissance et l'amour des produits. La solidarité, c'est aussi la lutte contre le gaspillage. Nous nous sommes engagés dans un parcours qui n'est pas facile, mais sur lequel l'Institut s'est engagé à aider les entreprises du secteur à accepter le défi de changer de route en créant des opportunités qui ont également été des moments de formation, en sensibilisant les entrepreneurs sur toutes les nouvelles questions qui ne pouvaient pas être réduites à des bonnes actions, mais qui seront la condition pour être encore dans 10 ans. Dans les prochains jours, nous allons créer une campagne de presse avec ce titre. Nous ne pouvons pas attendre de manger l'avenir. Bientôt, nous allons commencer des cours de formation pour les entreprises qui le veulent en collaboration avec la société native pour vérifier le statut de chaque entreprise et de suggérer un chemin pour être le protagoniste et le créateur de son avenir. La pandémie nous a choqués. Nous avons compris à quel point nous sommes fragiles socialement, mais nous avons aussi compris la fragilité de notre système économique. Nous savons cependant que dans toutes les difficultés, il y a une opportunité, un espoir. Le courage de changer ensemble,
en collaboration et en partage, peut ouvrir une éclate de lumière parmi les nuages qui nous oppriment. Mettons à profit notre histoire, mais avec un regard vers l'avenir, à construire avec intelligence et passion. Nous ne devons jamais manquer de croire que beaucoup dépendra de combien nous aimons notre travail, parce que seulement dans notre travail, il y a le vrai bien pour nous, entreprises, et pour notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si Monsieur Garosci est avec nous. On peut faire un essai, Monsieur Garosci? Provi a cliccare. Di nuovo. Di nuovo. Non, on ne l'écoute pas. On ne l'entend pas. Oui. Merci encore, Monsieur le Président, et merci encore, je profite pour remercier encore les deux associations qui nous ont aidés, ASICA et IVSI. Et j'espère que l'année prochaine encore, vous serez partie de cette initiative. Je donne la parole maintenant à Avelina Flacchi, qui est nutritionniste, journaliste scientifique de la RAI, présidente de la FEI Food Education Italy Foundation. Elle va nous parler des valeurs et fonctions nutritionnelles des charcuteries. J'espère que ce seront des bonnes nouvelles. Merci encore. Buongiorno a tutti, parlerò in italiano. Inizio appunto dicendo che i salumi italiani di oggi possono essere considerati certamente una categoria di alimenti in linea con le esigenze di un'alimentazione varia e del territorio, ed è coerente con il modello alimentare mediterraneo, che prevede in generale anche il consumo di salumi moderato, adeguato come per tutti gli alimenti alle individuali esigenze di ognuno, in un regime alimentare in grado di fornire tutti i nutrienti necessari all'organismo senza rischi per la salute. Per questo oggi possiamo dire che i salumi italiani sono di qualità, sicuri lungo tutta la filiera di produzione e sostenibili, perché, come diceva prima il Presidente, vengono prodotti nel rispetto del benessere animale nell'ambiente. E oggi abbiamo anche un'etichetta nutrizionale molto più chiara rispetto al passato. La charcuterie d'aujourd'hui peut être considérée à juste titre comme une catégorie d'aliments en fonction des exigences d'une alimentation variée et liée au territoire, et compatible, tout à fait compatible avec le modèle alimentaire méditerranéen, et basé sur une consommation modérée de charcuterie et surtout liée aux exigences individuelles et dans le cadre d'un régime alimentaire capable d'apporter tous les éléments nutritifs nécessaires et sans générer des risques pour la santé. Et c'est la raison pour laquelle chaque produit doit être un produit de qualité et un produit sûr tout au long de la chaîne de production, dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a aussi des étiquettes qui sont plus détaillées. Dalle ricerche effettuate negli anni dal prima Istituto Nazionale della Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, oggi CREA, e la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari, promossa dall'Istituto dei Salumi Italiani Tutelati e dall'ISVI, emerge che i salumi italiani hanno ridotto molti ingredienti che venivano nel passato, chiamiamoli così, demonizzati.
Infatti oggi abbiamo meno sale, si arriva a una riduzione del 45%, meno grassi saturi, sono ridotti addirittura fino al 40% e sono ben bilanciati ed equilibrati con i grassi insaturi presenti. Inoltre è stata valutata la maggior concentrazione di proteine et des vitamines del groupe B. Sur la base de recherches qui ont été effectuées par l'Institut national de la recherche pour les aliments et la nutrition et par la station expérimentale pour l'industrie des conserves alimentaires qui ont été sponsorisées par l'Institut de la charcuterie italienne protégée ainsi que par l'IFSI, on a démontré que la charcuterie italienne contient aujourd'hui moins d'éléments qui avaient été par le passé culpabilisés et moins de sel, sans doute du 4 au 45% en moins de matières grasses et en particulier de grasses saturées et qui ont été réduits jusqu'à 40%, plus de protéines et de vitamines du groupe B. Il miglioramento dei nutrizionali dei salumi italiani che li inserisce nella dieta mediterranea moderna in linea con le raccomandazioni che noi nutrizionisti consigliamo, li rende adatti a soddisfare il gusto ma anche l'attenzione alla salute che oggi il consumatore ha rispetto al passato. L'amélioration nutritionnelle de ces produits implique une réévaluation des charcuteries dans le régime méditerranéen moderne et conformément aux recommandations de nutritionnistes, effectivement, et en les rendant adéquates à satisfaire non seulement le goût, mais aussi le souci d'une attention croissante vers la santé et au bien-être du consommateur. La funzione nutrizionale quindi dei nostri salumi in un'alimentazione equilibrata di nutrienti e varia nelle scelte, sempre nel rispetto delle porzioni come per tutti i cibi e anche delle frequenze di consumo, può inserirsi anche nelle diverse fasi d'età. Quindi potremmo considerarli ottimi alimenti già dall'infanzia nei ragazzi fino all'anziano. Et la fonction nutritionnelle des charcuteries peut donc bien s'insérer dans un cadre de régime varié et équilibré, bien sûr, bien évidemment, dans le respect des quantités et des portions, donc, et de la fréquence équilibrée de la consommation, ce qui vaut pour les enfants, tant pour les enfants comme pour les personnes âgées. Sappiamo che nel periodo della crescita, dell'adolescenza, nei giovani aumentano i fabbisogni di energia, di nutrienti molto elevati, in relazione soprattutto alle proteine, a minerali come il ferro, lo zinco e vitamine del gruppo B, come la B12. E anche i ragazzi che possono avere problemi legati al sovrappeso possono comunque inserire questi alimenti prediligendo la varietà di scelte che questa categoria fornisce, quindi utilizzando anche quelli meno grassi in una merenda che può essere oggi considerata anche più salutare, più ricca di nutrienti nel loro complesso, quindi carboidrati, proteine. Se li inseriamo in un panino, possiamo fare sicuramente una merenda che ci porta a controllare l'eccesso di zuccheri e ad arricchirla invece di elementi essenziali per la crescita come le proteine, i sali minerali e le importanti vitamine, come dicevamo prima, del gruppo B.
Donc, l'enfance et l'adolescence, comme on le sait bien, nécessitent d'énergie et d'éléments nutritionnels qui sont très élevés, et notamment en termes de protéines, de fer, de calcium, de zinc, de vitamines, surtout des vitamines du groupe B12. Et pour les enfants et les adolescents qui auraient des soucis de poids, il sera nécessaire, comme pour tous les autres aliments, de privilégier des produits qui soient moins gras. Pour donner un exemple, un goûter qui serait servi à travers un petit sandwich avec une tranche de jambon dégraissé représente une alternative valide comme goûter par rapport à d'autres aliments typiques de ce repas qui sont notamment riches en sucre simple. Et dans ce cas, on aurait donc un goûter qui serait enrichi de bons éléments nutritifs, à savoir de protéines ainsi que de sels minéraux et de vitamines, comme on l'a dit auparavant, surtout du groupe B. Il progressivo miglioramento nutrizionale dei salumi italiani, quindi la minor percentuale di grassi, la minor percentuale di sale, la ricchezza di proteine e di micronutrienti, fa sì che i salumi italiani rappresentino anche una buona fonte di nutrimento necessarie anche all'anziano. I salumi possono fornire nutrienti e proteine in modo facile, anche perché questa categoria può avere delle problematiche non solo nell'acquisto degli alimenti alternativi e nella preparazione dei cibi. L'aspetto anche relativo alla masticabilità, al gusto, che può contrastare anche fenomeni di inappetenza e anche la conservabilità, ne fanno un ottimo fonte di approvvigionamento per questa categoria, che sappiamo poter andare incontro anche a una carenza di nutrienti come le proteine, che invece in questa fase d'età sono molto necessarie, perché l'anziano va incontro in modo molto più veloce, va incontro alla mancanza e alla carenza della muscolatura, definita sarcopenia. Quindi è un ottimo approvvigionamento anche per questa categoria, tenendo conto ovviamente di inserirli in un'alimentazione varia ed equilibrata, come ovvio. L'amélioration nutritionnelle et la richesse, ainsi que la richesse en protéines et en éléments micronutritionnels, signifie que les charcuteries italiennes représentent une bonne source de nombreux éléments nutritionnels nécessaires aux personnes âgées. Et parce que les charcuteries peuvent facilement apporter des éléments nutritionnels et des protéines, en tenant compte aussi des difficultés des difficultés que cette tranche d'âge souvent rencontre dans l'achat et aussi dans la préparation des aliments. Et aussi la mastication, les propriétés de ces aliments, de la charcuterie et la durée de conservation de certains formats et la polyvalence aussi de ces éléments en font une source d'approvisionnement qui est très adaptée, particulièrement efficace à cette tranche d'âge. Et n'oublions pas que la carence de l'insuffisance de protéines et surtout peut générer des problèmes dans les personnes âgées en termes disons, insuffisance au niveau musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Possiamo aggiungere che, e per concludere, che in uno scenario di crescente attenzione al benessere, i salumi italiani possono assicurare diciamo, un buon ed equilibrato fabbisogno di nutrienti anche per chi pratica sport. Rispetto alla popolazione sedentaria, il consumo può essere effettivamente
effettivamente personalizzato, proprio perché nella dieta dello sportivo il salume, nella varietà appunto delle scelte che oggi abbiamo a disposizione, a partire da bresaola, prosciutto crudo, prosciutto cotto, possono essere, diciamo, possono rappresentare un alimento pratico e adeguato alle specifiche esigenze individuali anche degli sportivi, che devono anche mantenere una buona idratazione, che un salume diciamo ricco di minerali come potassio, sodio, eccetera, può garantire anche allo sportivo, che deve mantenere un buono stato di idratazione e di equilibrio idrosalino. Quindi in generale possiamo concludere che un'alimentazione sana, equilibrata nei nutrienti, varia nelle scelte e moderata nei consumi, come per tutti i cibi che noi consumiamo rispetto alle nostre individuali esigenze in base al nostro stile di vita, può rientrare sicuramente anche il consumo dei salumi, soprattutto se garantiti dalla qualità e dalla sicurezza come i salumi italiani DOP. Les charcuteries italiennes peuvent assurer un besoin calorique accru, en général plus élevé pour ceux qui font du sport par rapport à la population plus sédentaire, évidemment grâce à une consommation d'énergie accrue liée à l'effort physique. Et dans le cadre du régime des sportifs, effectivement, les charcuteries peuvent représenter un élément pratique et approprié aux exigences individuelles et spécifiques, car l'apport nutritionnel doit assurer à l'organisme la présence constante de réserves énergétiques en fonction de l'augmentation de la capacité cardio-respiratoire, évidemment musculaire, et ainsi que du maintien d'un niveau d'hydratation et d'équilibre de minéraux adéquats, et à partir de la richesse en kalium et en sodium. Donc, hydratation très nécessaire, extrêmement nécessaire, qui est fournie par la charcuterie. En conclusion, une alimentation saine et variée et modérée est conseillée pour tous les aliments, effectivement, et ceci est tout à fait compatible avec la consommation de charcuterie, surtout quand on parle de charcuterie de qualité, comme on l'a dit dans le cas de l'appellation d'origine protégée. Merci, vous avez terminé, Madame Flacchi? Sì, ho concluso e grazie. Donc, j'ai terminé et je vous remercie. Merci à vous. Et j'ai quelques questions qui viennent d'arriver sur la page Facebook que je vais vous lire. Une question, c'est exactement pour vous, Madame Flacchi, je pense. Et je vais vous lire, attendez, oui. C'est une question de Nathalie. Est-ce que la viande de porc est adaptée aux enfants et combien de fois par semaine peut-on en manger? In sostanza, la traduco io. Capito. Ha capito? Sì, sì, sì. Se la carne di maiale per i bambini e quante volte la settimana? Sì. Moi, j'ai des enfants, je suis très intéressé à la question. Sì. La carne di maiale oggi, proprio perché partiamo appunto da un diverso tipo di allevamenti, è più magra
e sicuramente adatta anche ai bambini, diciamo come varietà di scelte, ben cotta, perché è importante cuocerla, e considerata tra le carni rosse ricche di ferro, di vitamina B12 come dicevamo prima, e è importante anche per far capire ai bambini che la varietà delle scelte anche per questo tipo di introduzione proteica animale. La varietà, il numero di volte può essere inserita nella quota che noi diamo settimanale di 500 grammi di carne nella settimana. Quindi inserendola nella varietà delle scelte, questo tipo di carne può essere consumata nella porzione per un bambino di 80-100 grammi, almeno quelle una volta alla settimana, variando con gli altri alimenti proteici di origine animale. Donc, la viande de porc, effectivement, aujourd'hui, peut être consommée plus que par les passés parce que les élevages sont différents. Il y a des différents types d'élevage et donc elle est plus maigre en général, donc plus adaptée, plus adéquate aux enfants aussi. Bon, il faut avoir à l'esprit que la consommation des viandes de porc doit être, la viande doit être consommée bien cuite. Ça, c'est vraiment très important. Et il s'agit d'une viande rouge riche en fer et en vitamine B12 dont on a parlé auparavant. Et c'est très important de faire comprendre aux enfants que la variété dans le choix des viandes proposées comme source de protéines est aussi un élément important. En ce qui concerne le nombre de fois par semaine, je recommande 500 grammes en général, disons globalement, et la viande de porc doit être donc insérée dans ce contexte. Donc pour un enfant, je dirais qu'on parle de 80-100 grammes une fois par semaine, mais toujours inséré dans le cadre du choix des autres sources de protéines. Grazie, merci. J'ai une autre question probablement pour Monsieur Sacchi, le directeur de l'ICE, et puis j'ai une question pour l'Accademia della Cucina, et puis une autre question, je pense que ce sera plutôt pour Assika ou Ibsi. La question pour Sacchi è in italien, quali azioni ha in programma l'ICE per la promozione delle aziende della salumeria? Monsieur Sacchi, s'il vous plaît. Rispondo in italiano? Sì, e poi in francese. Se è una risposta, vai, rispondo in italiano. L'agenzia ICE, come sapete, nel corso del 2020 abbiamo avuto un anno molto complicato per quanto riguarda le organizzazioni e le manifestazioni fieristiche. Le aziende di Assika e le aziende italiane della salumeria tradizionalmente partecipano all'appuntamento di SIAL che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso ottobre, la grande fiera biennale mondiale. E purtroppo questo salone è stato rinviato al 2022 e quindi è venuta meno questa opportunità. Noi abbiamo però già nel 2020 realizzato in collaborazione con la grande catena della distribuzione organizzata Leclerc una promozione speciale della salumeria, non solo della salumeria, ma erano circa un centinaio di referenze di prodotto, quindi per 2 settimane. Giovanni, un minuto che facciamo una piccola traduzione. Sì. Grazie. Donc, comme Institut pour le commerce extérieur, je vous confirme évidemment que le 2020 a été une année compliquée en termes surtout de manifestations, d'organisation de foires. Comme vous le savez, Assika, l'organisation Assika qui regroupe les entreprises de ce secteur, aurait dû participer au mois d'octobre à la foire SIAL, qui est une foire biannuelle qui a été
été reporté à 2022. Mais cependant, 2020 a été marqué par la collaboration avec la grande distribution, avec la chaîne Leclerc, pour faire une promo spéciale de la charcuterie et pas seulement d'ailleurs, qui concernait une centaine de produits italiens. In effetti questa promozione che si è svolta nel mese di ottobre ha visto appunto un centinaio di prodotti italiani valorizzati, ha riscosso un grande successo perché questa promozione ha interessato oltre 500 punti vendita del gruppo Leclerc e ha visto adesso i primi dati, quasi 5 milioni di euro di prodotto italiano che è stato venduto all'interno di questa promozione. Donc, cette promotion avec le groupe Leclerc a été effectuée au mois d'octobre pendant 2 semaines et a été visée à valoriser une centaine de produits italiens. Et donc, le retour a été très intéressant. Ça a été effectué en plus de 500 filiales Leclerc partout en France et le retour a été de 5 millions d'euros de ventes. Per il 2021 stiamo in trattativa con altre catene della grande distribuzione. Questa prima promozione ha riguardato prevalentemente prodotti che erano già referenziati. Il nostro obiettivo per il 2021 è di cercare di introdurre nella grande distribuzione francese prodotti non ancora referenziati e quindi probabilmente, se le trattative andranno a buon fine, nel corso del 2021 potremo realizzare una nuova promozione, in questo caso allargando anche il range dei prodotti distribuiti e chiaramente sempre legata al tema, lo vorremmo concentrare soprattutto sul tema del prodotto fresco e quindi in questo caso, se sarà concentrato sul fresco, i prodotti della charcuteria tutto rientrano a tutti gli effetti in questo gruppo. Pour 2021, on est en train de négocier avec d'autres chaînes de distribution d'hypermarchés français. Ce qu'il faut dire, c'est que les promotions qui ont été effectuées jusqu'à présent visaient des produits déjà référenciés. Notre objectif maintenant est d'élargir les promotions aux produits non référenciés. Et donc 2021 verra probablement l'effectuation de nouvelles promotions et qui auront comme objet principal des produits frais et donc notamment aussi la charcuterie. Grazie. Merci. Merci, grazie al direttore del Lice, merci al direttore del Lice. J'ai la question pour Luisa Polto dell'Accademia della Cucina. C'est une question à cette heure-là pas mal. La question est, on ne connaît pas trop des recettes italiennes avec la viande de porc. Est-ce que vous pouvez diffuser des recettes ou nous conseiller des recettes? Avant de répondre, je dis que dans la page Facebook de la Semaine de la Cuisine, il y en a quelques-unes des recettes, mais Louisa peut expliquer mieux. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, eh bien, il existe, je renvoie à l'œuvre de Pellegrino Artusi qui contient plusieurs recettes avec de la viande de porc et autrement, il existe évidemment de nombreux ouvrages de viande, de recettes de cuisine qui donc permettent de cuisiner la viande de porc. J'ai ici un exemple, je ne sais pas si vous le voyez, vous le voyez? Non. Est-ce qu'il faut que je le mette? Ah, voilà. Ça, c'est l'ouvrage de référence de l'Accademia, c'est la Tradizione a tavola.
Hein, c'est un tome imposant. Il y a 3000 recettes dedans, dont un nombre considérable de recettes de plats à base de viande de porc. Alors, on peut se le procurer naturellement. Il faut m'écrire parce qu'on le vend en Italie. Ici en France, c'est un peu plus compliqué, mais je peux vous le faire parvenir si cela vous intéresse. Merci, merci Louise. J'ai encore deux questions. C'est plutôt pour Asika et Ivzi. La première question est de Monsieur Georges qui dit bonjour. Est-ce que la production italienne tend vers une viande de plus en plus bio? Cioè la produzione italiana va verso il biologico? Malavasi e puis le président Pizzagalli. Posso rispondere io? Non so se... Sì, comincia prima il presidente Pizzagalli, poi Malavasi eventualmente. Sicuramente la produzione biologica, soprattutto in questi ultimi 4-5 anni, è cresciuta molto. Molte aziende italiane, ad esempio sul mercato francese, stanno vendendo prodotti biologici. Addirittura ci sono situazioni in cui il biologico ha surclassato il prodotto tradizionale. La traduzione, Presidente, scusi. Ah, scusi, sì. Bon. Oui, je vous confirme que dans les dernières 4-5 années, la production bio a augmenté sensiblement et il y a beaucoup d'entreprises italiennes qui vendent sur le marché français des produits bio et il arrive que la quantité des produits bio soit supérieure à la quantité des produits non bio. In alcuni casi, è come dire, ci sono situazioni in cui alcune catene stanno privilegiando i prodotti biologici. Ci sono politiche in atto nel mondo della distribuzione che tendono ad allargare gli spazi per i prodotti biologici a tutti i livelli. Questo fa sì che ovviamente anche il sistema produttivo si stia adeguando a partire dagli allevamenti. Oui, donc c'est vrai que il arrive que les chaînes de distribution privilégient le bio et il s'agit de politiques qui sont mises en place à l'heure actuelle et donc il s'agit de politiques qui concernent en fait tout produit confondu et pas seulement les viandes. Donc une majeure attention au bio à l'intérieur de points de vente. Grazie. Et, avant de donner la parole à Madame Malavasi, j'ai une autre question qui est pas trop loin de celle-ci. C'est-à-dire, comment pouvons-nous être sûrs que la viande est d'origine italienne? C'est une question, l'origine des produits qui doit être bien expliquée. Je ne sais pas si Monica Malavasi ou surtout le président encore Pizzagalli vuol dire quelque chose. Cioè la questione è come abbiamo certezza che la carne sia italiana? Presidente. Diciamo che come sistema italiano di istituto, ma anche di Assica, la nostra battaglia è stata fatta per tanti anni a livello europeo per avere un'etichetta il più trasparente possibile e soprattutto un'etichetta che desse un'informazione corretta al consumatore. Un momento, la traduzione. Oui, alors comme institut et comme Assica, nous nous sommes battus pendant longtemps pour avoir des étiquettes plus transparentes et qui puissent donner plus d'informations. Se guardiamo la situazione in Italia oggi, praticamente a partire dal mese di gennaio del 2021
ci sarà l'obbligo di mettere in etichetta l'origine della materia prima. C'è una differenza sostanziale tra quello che succedeva che sta succedendo teoricamente ancora oggi. Prima per indicare l'origine di un prodotto veniva preso come riferimento il luogo ultimo della trasformazione significativa di questo prodotto. Quindi poteva essere una materia prima di origine europea, lavorata in Italia, e quindi si poteva dire che il prodotto era italiano. Dal mese di gennaio, da metà gennaio, perché c'è stata una proroga di un paio di mesi proprio in questi giorni, un prodotto per essere definito italiano deve dichiarare in termini molto evidenti, per poter essere tale, che la materia prima è nata in Italia, allevata in Italia, trasformata in Italia. Questi saranno gli elementi. Se non è così, non si potrà dire che è un prodotto italiano, si potrà dire che è la materia prima di origine europea, oppure, come dire, soltanto se tutto il sistema, la filiera è stata vissuta in Italia, allora sarà dichiarato un prodotto italiano. Donc, il y a une différence par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce qui va se passer. À partir de janvier 2021, il y aura une obligation de mettre sur les étiquettes l'origine de la matière première du produit. Jusqu'à présent, l'origine du produit était liée au lieu de la transformation, de la dernière transformation du produit. Donc, une matière première italienne aurait pu être travaillée en Italie ou pas en Italie, et ça aurait été un produit italien. À partir de janvier 2021, le produit italien devra déclarer que la matière première est née en Italie, que le produit part d'un élevage qui a été effectué, qui était en Italie et qui a été transformé en Italie. Grazie Presidente, merci encore. Et j'essaie pour une autre fois de demander si Monsieur Garosci est avec nous, si on peut l'écouter. Eccolo. La clôture pour vous, Monsieur Garosci. Merci, merci. Je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce que s'est passé exactement. Je n'ai rien touché, mais aujourd'hui, je suis rentré comme participant. Devenu d'officier sous-officier. Alors, merci bien, surtout parce que vous êtes resté exactement dans l'heure qu'on a été prévue, c'est-à-dire il manque 5 minutes à 3 heures. Et seulement, je prends 2 petites minutes pour remercier évidemment tous les organisateurs et surtout, en fin de la journée, l'association ASSICA. ASSICA è l'associazione di Confindustria che ha risposto immediatamente alla nostra proposta. Et donc, un grand merci aussi pour les deux interventions techniques qui ont bien expliqué tous les secteurs. Merci à tous les relateurs, à toutes les relatrices, et aussi merci à Madame l'interprète Alessia Palazzi. Elle a travaillé beaucoup, mais je crois que la langue de l'alimentation est plus simple à traduire et elle est bien connue partout. Surtout quand on parle d'alimentation italienne. Ce qu'on a fait aujourd'hui, et ça, elle était notre mission parmi tous les relateurs, les relatrices, et il était l'objectif de la settimana italiana della cucina nel mondo. Della cucina italiana nel mondo. Laissez-moi terminer avec une information sur le livre de Monsieur Artusi, de Maître Artusi. Il libro La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, il a été traduit même en japonais, aussi donc en français, en anglais, vous pouvez le trouver partout dans les librairies. Si vous avez des problèmes, vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a plusieurs copies avec des différents éditeurs.
Le dernier, il me semble que c'est Eupli, avec H au début, Eupli de Milan. Et je vous disais que j'ai la chance d'avoir une copie de la première édition. Et dans l'introduction de Maître Artusi, qui, vous savez, il est disparu en 1911. Donc, il a reçu 91 ans. Donc, il est disparu a 91 anni, è mancato. Quindi parlava bene et opérava bene. Et dans l'introduction du livre, il y a un mot qui peut-être est bien connu en France, mais je ne sais pas par les nouvelles générations. È un proverbio francese che non ha proprio una traduzione in italiano. E dice così, per campare 100 anni come lui, dice: se lever à 6, déjeuner à 10, dîner à 6, se coucher à 10, fait l'homme 10 fois 10. Credo sia la sintesi ideale, non lo devo tradurre perché insomma viviamo l'obiettivo di raggiungere 10 volte 10 anni, lui l'ha quasi raggiunta, quindi continuiamo nel solco delle indicazioni che ha dato. Et surtout, merci à vous. On a eu l'occasion de faire une bonne journée d'information, de communication avec Asica sur la charcuterie, le salami italien. Et j'espère, je crois, qu'on va organiser encore des choses en France avec la collaboration fondamentale de l'ambassade italienne et de tous les autres organisateurs. Et donc, encore merci et à bientôt. Et bon appétit maintenant. Arrivederci, grazie a tutti, merci a tous. Grazie, arrivederci.